Le samedi 28 avril 2007, en début de soirée, un jeune homme, l'air hagard, erre dans les rues du quartier Campo, à Albi. Il crie à qui veut l'entendre qu'on le poursuit et qu'on veut le tuer. Ses amis de la cité tentent de le maîtriser sans y parvenir. S'ensuit un mauvais et violent road movie à travers la ville d'Albi, qui voit le jeune homme briser des vitres, voler des véhicules, provoquer des accidents, menacer et blesser des passants. Les témoins décrivent un jeune homme paniqué qui semble fuir un invisible danger. En fin de parcours, à l'autre bout de la ville, le jeune homme fauche 3 jeunes adolescents qui roulent en scooter, 3 amis, Florent, Jérémy et Boris. Ce soir-là, on était avec mon compagnon à un match de volley. Et puis nous sommes rentrés chez nous et un quart d'heure après, la sonnette a retenti et on m'a dit c'est le commissariat. Et ça, cette image, j'y repense souvent. Enfin, cette image, ce moment. Et j'ai dit à Franck, il s'est passé quelque chose de grave. Et j'avais les 2 de sortie ce soir-là, mon fils aîné et Boris. Et bon, j'ai su que tout de suite qu'il était arrivé quelque chose de très très grave. Et quand j'ai vu, entre guillemets, cette délégation arriver, bon, j'ai compris tout de suite qu'un des 2 de mes enfants était parti. Maintenant, je ne savais pas lequel. Boris décède immédiatement. Jérémy est grièvement blessé aux jambes. Seul Florent a réussi à éviter la collision. Quelques minutes plus tard, sur la voie rapide qui mène d'Albi à Toulouse, le conducteur fou est interpellé. Il se nomme Antonio Manuel Costa, il a 22 ans. En 50 minutes et en à peine 4 km, il a traumatisé la ville habituellement calme d'Albi et tué un adolescent sans aucun mobile apparent. Ce qui est reproché principalement, c'est un meurtre. C'est la qualification qui a été opérée par le ministère public à l'ouverture de l'information, qui perdure aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il est renvoyé devant la cour d'assises. Le reste, il y a toute une série de dégradations, de blessures qualifiées de volontaires ou involontaires qui sont faites sur toute une série de victimes. Mais la principale, et celle qui nous vaut de nous retrouver dans la cour d'assises du Tarn, c'est la qualification de meurtre suite au décès d'un jeune garçon en scooter qui circulait effectivement en sens inverse de mon client au mois d'octobre 2007. Là, on est quand même sur du lourd, puisqu'on est quand même sur 30 ans, et donc on a quand même fort à faire. Effectivement, c'est le point phare. Le reste est du ressort, ce sont des délits connexes, c'est du ressort du tribunal correctionnel, mais c'est la qualification d'homicide volontaire qui draine tout le reste et qui vient grossir ce dossier et effectivement peser très lourd dans la balance. Le procès d'Antonio Manuel Costa s'ouvre 2 ans et demi plus tard, le 30 septembre 2009, devant la cour d'assises du Tarn, siégeant à Albi. La défense de l'accusé est assurée par 2 avocats pénalistes de Toulouse, maître Nicolas Renaud-Delage et maître Pascal Nakache. Maître Philippe Bonnecarrère défend les intérêts de la mère de Boris et ceux des 2 jeunes rescapés de la collision. Maître Myriam Barrier-Traignier représente le père de Boris. Durant 3 journées d'audience, la Cour entendra la trentaine de témoins et la dizaine d'experts convoqués. L'accusation sera soutenue par le vice-procureur de la République d'Albi, Pascal Suard. Les débats seront dirigés par le président Yette, conseiller à la Cour d'appel de Toulouse. Antonio Manuel Costa comparaît détenu. En garde à vue, puis à l'instruction, il a d'abord reconnu avoir foncé délibérément sur les scooters avant de se rétracter. Ses propos ont été parfois contradictoires et souvent incohérents. Durant son incarcération, il n'a eu que peu de contact avec l'extérieur, refusant souvent d'aller au parloir, même pour y rencontrer ses défenseurs. La Cour va consacrer la première journée d'audience à l'examen chronologique des faits reprochés à l'accusé. Le périple sanglant commence vers 20h30 dans la cité Campo, un quartier plutôt calme au nord-est de la ville où vit Antonio Manuel Costa. Les premiers témoins entendus sont les jeunes du quartier. En ce début de soirée du 28 avril 2007, beaucoup d'entre eux croisent Antonio, hagard et apeuré, courant en tous sens et répétant inlassablement « Ils vont me tuer ».
Nous, on était une poignée de jeunes, là, on était posés juste là-bas, là, à la passerelle. Et je vois en fait Tonio, mon petit frère arrive en courant. Mon petit frère, il me regarde, il me dit ouais, Tonio, il est pas bien et tout. Je crois qu'il a pété un plomb, je sais pas. Et je vois Tonio, il arrive. Et en fait, il était traumatisé par quelque chose, il avait peur, on aurait dit. Et il était pas bien, il tenait des propos incohérents. Il disait ouais, je suis suivi par des fantômes. Il me disait est-ce que j'ai pas la tête de mon petit frère, j'ai pas changé de voix. En fait, il me disait que des propos incohérents. Il faisait que courir partout. En fait, il se sentait menacé par je sais pas quoi. Moi, j'arrive sur le coup, et la première chose qu'il fait, il m'a vu. Donc, dès qu'il m'a vu, il est venu vers moi, directement. Et il m'a dit, Sinan, il veut me tirer dessus, Sinan. Il a un flingue, il veut me tirer dessus. J'ai dit, Tonio, calme-toi. Calme-toi, je vais t'offrir une cigarette. C'est quoi le problème, frère? Je vais t'écouter. Et là, il s'est calmé, il a pris sa voix. Sa voix, elle a changé. Il s'est calmé, il m'a dit, c'est vrai, Sinan, tu vas m'écouter. Tel un gamin, un petit gamin qui est content qu'on va écouter son problème. Il m'a dit, c'est vrai, tu vas m'écouter. Je dis, mais bien sûr, je suis là pour t'écouter. Donc, je l'ai pris de côté. On commence à s'avancer et il y a quelqu'un qui est venu par derrière. Et là, à ce moment-là, il s'est retourné, il était persuadé qu'il y avait quelqu'un qui voulait lui tirer dessus. Et là, il est parti en courant. Ses amis ont compris qu'Antonio n'est pas dans son état normal. Ils tentent alors de le maîtriser physiquement. On s'est mis à 3. Ouais, moi, plus un copain à moi qui est encore plus costaud que moi et un autre, on n'a pas réussi à le retenir. Il avait une force, franchement, c'était incroyable, il était rapide, il était vif. Et là, il s'est mis à délirer complètement, partir en courant dans tous les sens. Antonio quitte la cité par le nord et débouche quelques centaines de mètres plus loin, sur la rue Masséna. Il se dirige tout droit vers la maison de son ancien entraîneur de football, qu'il n'a pourtant plus revu depuis une douzaine d'années. J'étais là en train de ranger, puis j'ai levé la tête et j'ai vu ce gars courir. Puis il a bifurqué ici, et il est arrivé ici, sous la fenêtre là. Et là donc il était plié en deux. Et c'est là qu'il a dit je vais mourir, c'est Antonio. J'ai ouvert la fenêtre, il a mis donc le pied ici, le pied gauche comme ça, là, comme il était grand. Et à la plombe de la fenêtre, donc il y a eu un pot de fleurs qu'il a ramassé. Et donc il l'a balancé contre cette fenêtre là. Voilà, donc alors moi j'ai essayé de repousser comme je pouvais. La force, lui, bon, quand il a jeté son pot de fleurs, il a tellement poussé que bon, ben, voilà, ça s'est passé. Puis moi j'étais là comme ça, quoi. Puis j'ai pu bouger, quoi. Lui il a sauté, il a mis le pied là, il est passé devant moi. Il a tourné, mon épouse était au téléphone là. Il a tourné, il est allé à la porte, oui, il a essayé d'ouvrir. Mon épouse lui a dit mais vous allez où comme ça vous? Hop, il a fait demi-tour, quand il a vu que c'était fermé, il est reparti, il m'est repassé devant, moi j'avais pas bougé. Et hop, il a sauté, il est parti, on l'a plus vu. Il avait l'air bizarre, et puis on avait l'impression qu'il fuyait quelque chose. Voilà, c'est l'impression qu'il nous a laissé, quoi. Mais c'est ce truc de vouloir rentrer et ressortir aussitôt, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment il a voulu à tout prix, par tous les moyens, rentrer dedans, et puis une fois qu'il a été dedans, il est ressorti aussitôt, quoi. Je veux dire, le temps d'aller là-bas, de repartir, hop, puis il était reparti. Manuel Costa repart comme il est arrivé, en courant. Il retraverse la cité Campo et se dirige au sud vers le centre-ville. Sans raison apparente, il bifurque rue de la Négrouillère. Dans un garage ouvert, il s'empare d'un marteau et se met à tout détruire sur son passage. Vitres de maisons, pare-brise de voitures. À l'autre extrémité de la rue, il menace les riverains de son arme improvisée, puis s'empare soudain du véhicule d'une dame qui décharge ses courses. Puis, son état d'excitation, d'angoisse n'arrivant pas à s'apaiser, eh bien, il va continuer et ça va monter un petit peu en puissance puisqu'il va en arriver à vouloir voler des véhicules pour s'enfuir. Une sorte de fuite en avant, éperdu, échevelé. Fuir, partir à tout prix, le plus vite possible, où on ne sait pas, mais loin. Au volant de ce véhicule, il se rend cette fois au centre-ville d'Albi en empruntant le pont sur le Tarn. Place La Pérouse, devant la statue et au pied du palais de justice, où il sera jugé 2 ans et demi plus tard, Antonio renverse une moto, puis réaccélère brutalement pour percuter l'arrière de la voiture qui le précède. La passagère de la moto est blessée, le conducteur de la voiture, un militaire à la retraite, est indemne. J'arrivais ici en véhicule et j'ai été percuté par un autre véhicule qui ensuite, au lieu de s'arrêter comme on s'arrête normalement quand on percute quelqu'un, un accident de la circulation, ce qui peut arriver, a accéléré brutalement et est venu se projeter sur les véhicules qui étaient en stationnement ici au pied du tribunal. Sous le choc,
L'une des voitures percutées grimpe sur le trottoir et fauche un passant, lui brisant les 2 chevilles. Antonio Manuel Costa quitte son véhicule et tente de s'enfuir. Quand j'ai vu que la personne sortait pour apparemment s'échapper suite à l'accident, bon, j'ai pensé qu'il fallait l'arrêter, qu'il fallait le bloquer. Voilà. Donc j'ai réussi à le coincer, à le maîtriser momentanément là sur l'accident. C'est tout. Et là, j'ai pas pu le tenir indéfiniment. C'est quand même un beau gabarit aussi. Et bon là, il m'a échappé. Et c'est là. Il est parti en courant par là. Il a pris un autre véhicule après. Et là, je l'ai vu redémarrer ici sur les chapeaux de roue. Et c'est fini. À bord de cette nouvelle voiture, une 306 dont il a éjecté sans ménagement le conducteur, Antonio fait le tour de la place et continue sa route vers le sud, en direction de Toulouse. Il emprunte l'avenue François-Verdier, à grande allure. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il double plusieurs véhicules et franchit les feux de signalisation sans s'arrêter. À quelques centaines de mètres de la fin de l'avenue, il se déporte brutalement sur la voie de gauche. Face à lui, à une 50aine de mètres, arrivent 3 scooters, lumières allumées. On est parti de chez moi vers l'avenue François-Verdier, au stop qu'il y avait au niveau de la prison. Il y a la rue de la prison et l'avenue François-Verdier. On était au stop et on s'est engagé dans l'avenue et 100 mètres après, même pas, M. D'Acosta Antonio nous a foncé dedans. Le souvenir que je vois, c'est 2 phares qui m'arrivent dessus et dans ma tête qui n'étaient vraiment pas bien placés et moi j'ai eu le réflexe de l'éviter mais mes collègues malheureusement non. Le choc avec les scooters est d'une violence extrême. Les riverains parleront du bruit d'une explosion. Le corps de Boris, éjecté du scooter, percute le pare-brise de la 306, puis rebondit à plus de 13 mètres sur un camping-car en stationnement qui le projette finalement dans un jardin par-dessus ce portail. Sous l'impact, le scooter coupé en 2 recule de 35 mètres. La 306 finit sa course folle dans cet arbre contre lequel elle rebondit pour venir s'immobiliser au milieu de la chaussée. La deuxième victime, Jérémy, est allongé sur le trottoir, les 2 jambes brisées. Il ne se souvient pas de l'accident et n'en retrouvera jamais la mémoire. Là, M. D'Acosta est sorti de sa voiture, je l'ai regardé, je lui ai demandé en toute bonne foi s'il allait bien, parce que je ne savais vraiment pas que ça avait été pas fait exprès, parce que je ne sais pas vraiment s'il a fait exprès, mais bon. Et donc, il m'a regardé une fois que j'ai demandé ça, et il est parti en courant, il a été dérobé le scooter aux 2 filles qu'il y avait au stop. Abandonnant l'épave de la 306, Antonio se dirige vers un scooter à l'arrêt, en déloge conductrice et passagères et reprend l'avenue François-Verdier vers le sud. Après un grand carrefour, il s'engage en sortie de ville sur la voie rapide en direction de Toulouse. 2 kilomètres plus loin, talonné par un véhicule de police, il abandonne le scooter, traverse la voie rapide et se met à courir sur la chaussée face au trafic automobile. Une voiture pile devant lui. Il se jette les bras en croix sur le capot en criant « On veut me tuer ». Il est interpellé, menotté et emmené au commissariat. Inquiets de l'état d'agitation confuse d'Antonio Manuel Costa, les policiers réclament un examen médical. À 23h, le médecin du SAMU décide de le faire hospitaliser d'office dans un service de psychiatrie. L'analyse de sang révélera la présence de THC, le principe actif du cannabis. Le lendemain matin, un psychiatre réexamine Antonio et décide que son état est compatible avec une garde à vue. Il regagne donc le commissariat d'Albi pour y être entendu. Le récit par les témoins de ce périple insensé laisse les magistrats de la cour et les jurés pantois. Les faits graves et sanglants, commis sans mobile autre que l'imminence supposée d'un danger inexistant, apparaissent totalement inconcevables. Il n'a aucune envie, je dirais, d'attenter à la vie de qui que ce soit. D'abord, pourquoi faire? Il n'y en a aucune utilité. Les victimes sont totalement inconnues d'Antonio Manuel Costa. Il ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, il ne les a jamais vues auparavant.
On est en plus à une heure où le jour commence un peu à tomber, les jeunes ont des casques, c'est impossible de savoir qui c'est, c'est impossible. Donc l'intention homicide, vouloir faire un mort pour un mort, n'a pas de sens. Et c'est bien le problème d'essayer de donner une rationalité à quelque chose qui pour lui n'en avait pas, et de lui prêter une intention que j'attends que l'accusation nous démontre. L'attitude dans le box des accusés d'Antonio Manuel Costa tout au long de la journée suscite l'incompréhension de beaucoup et la colère des parties civiles. Durant les débats, Antonio Manuel Costa rit ou sourit sans raison, ou il s'endort pendant de longs moments. Ses réponses au président qui l'interroge sont lentes, peu compréhensibles, voire incohérentes ou totalement décalées de la réalité. On n'en retient que deux choses. Il reconnaît du bout des lèvres, sans les expliquer, les dégradations et les vols de véhicules, mais il affirme, malgré les témoignages, être totalement étranger à la collision avec les scooters. Il faut se faire à l'idée que d'un bout à l'autre, il va raconter n'importe quoi. De toute façon, chaque mot qu'il va pouvoir dire sera plus catastrophique pour les parties civiles et pour nous. À partir du moment où il a ri comme il a ri, c'est fini. Voilà. Non, mais l'attitude qu'il a est totalement décalée, désastreuse. On ne peut rien en tirer, quoi. Non, mais on va être obligé de faire avec, tout en sachant qu'il est impossible pour nous d'anticiper sur ce qu'il va dire. Voilà. Mais quoi qu'il dise, de toute façon, ça sera des points en moins, puisque chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est un côté irritant et insupportable. On est dans le déni complet, dans les séquences d'action. Il y a des éléments que l'auteur reconnaît comme par hasard, ce sont les faits les moins graves. Et dès qu'on est sur les faits les plus graves, la réponse un peu facile est de dire « je ne me souviens plus, je n'étais pas là », c'est certainement quelqu'un d'autre. Donc bien sûr que cette situation de déni est inacceptable pour les familles. Je crois aussi que c'est un mode de défense. Moi, je crois qu'il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter. Il a reconnu l'essentiel des faits, c'est-à-dire ceux qui se sont produits avant et ceux qui se sont produits après. S'agissant de cet épisode qui est le plus grave, il ne l'accepte pas. On l'accuse beaucoup d'être manipulateur, d'avoir des réticences volontaires, etc. Mais enfin, quand on entend son discours, on voit bien que ce n'est pas un discours construit, calculé. C'est un discours qui, effectivement, ruine sa défense. Il est imprévisible. C'est malheureusement aussi, à notre sens, une des conséquences de son état psychologique. Pour les avocats de la défense, c'est l'état mental instable et confus d'Antonio Manuel Costa qui est à l'origine du drame. Ils n'en veulent pour preuve que le traitement médical qui lui est administré quotidiennement en détention et pendant l'audience. 2 antidépresseurs et un antipsychotique. C'est beaucoup pour un homme déclaré sain d'esprit et parfaitement responsable de ses actes. C'est un garçon qui est totalement en dehors de son propre procès, ce qui apporte un peu d'eau à notre moulin. Il nous fait dire que, par définition, il n'a pas le comportement adapté d'un accusé devant une cour d'assises et que cela est à mettre en parallèle ou en effet miroir avec les comportements qui ont été relevés lorsqu'il était effectivement dans cette période de crise ou dans les semaines ou jours qui ont précédé cette crise. Antonio Manuel Costa, qui est reconduit par les policiers en détention, n'est pas un accusé ordinaire. Son attitude à l'audience ne peut avoir que 2 interprétations. Soit, comme le pensent les parties civiles, c'est un simulateur, soit, comme l'estime sa défense, il souffre de troubles mentaux. Cette deuxième journée est capitale. C'est la responsabilité pénale d'Antonio Manuel Costa qui sera au centre des débats avec 3 questions. Est-il responsable de ses actes? Le cannabis a-t-il joué un rôle? A-t-il eu l'intention de tuer sa victime? Pour répondre à ces questions, la cour d'assises a convoqué 4 experts psychiatres et psychologues qui ont tous examiné Antonio Manuel Costa en cellule. Quand moi je l'ai vu, il n'avait pas du tout de pathologie mentale telle que nous la recherchons. Il n'était pas psychotique au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire qu'il était dans la réalité.
Il n'avait pas tous ces grands syndromes, bien sûr, que nous pouvons retrouver dans ces cas-là. Donc, j'en ai conclu qu'il n'avait pas d'anomalie mentale ou psychique susceptible d'abolir ou d'altérer son discernement. Tous les experts parviennent à la même conclusion. Antonio Manuel Costa possédait, au moment des faits, toutes ses facultés de raisonnement. Il est donc responsable de ses actes. Reste une hypothèse, celle de la psychose cannabique. C'est un trouble connu chez les fumeurs de cannabis, entraînant souvent des crises de panique et une déréalisation. Le cannabis, déjà, il en fumait pas excessivement, il en fumait rarement, ça. Et puis, je veux dire, comme vous avez dit, si tous les gens qui fumaient du cannabis ils feraient ça, il n'y aurait plus personne en France. Tout le monde y serait écrasé. Je veux dire. Le cannabis, je pense pas que c'est ça qui fait ça. Moi, je pense plutôt une crise de démence qu'autre chose. Personnellement, dans cette affaire-là, au-delà du fait qu'il avait une personnalité sûrement fragilisée, pas seulement par le cannabis pris sur un long terme, mais par son histoire personnelle, le cannabis a joué un rôle, à mon avis, déterminant. Il est certain que ce garçon, s'il n'avait pas fumé, je doute fort qu'il aurait eu cet épisode cataclysmique. J'en doute très très fort. En garde à vue, Antonio Manuel Costa a reconnu avoir fumé 3 ou 4 joints au cours de la journée du drame. L'expert en toxicologie confirme ses propos, précisant que compte tenu des analyses, l'accusé n'avait pu fumer du cannabis qu'avant 17 h et pas après. Le même expert qualifie Antonio Manuel Costa de consommateur moyen de résine de cannabis. Je crois que maintenant on s'en aperçoit que le cannabis n'est pas une drogue douce. Pendant très longtemps, on en avait vanté les mérites, jusqu'à même penser qu'il faudrait le mettre dans la légalité, sans s'apercevoir qu'effectivement, il fait des dégâts énormes. Alors bien sûr, c'est pas le jeune qui fume 2 ou 3 cigarettes et qui s'arrête qui va avoir des conséquences. Mais quand vous avez un sujet qui, d'une manière régulière, fume 3, 4, 5, voire 10 joints par jour sur un laps de temps assez long, il est bien certain que le sujet va avoir une perception du réel qui va être modifiée. D'ailleurs, ils le disent souvent, et souvent sous une forme de persécution. Ils se sentent mal à l'aise, un peu persécutés, ils ont peur. Et ils appellent ça eux-mêmes paranoïa. Je suis paranoïaque. Ça n'a rien à voir avec le délire paranoïaque, qui est tout à fait autre chose. Mais cette perception un peu déréelle de la réalité va rester quelquefois passager, ou du moins léger, et n'aura pas de conséquences. Sinon que le sujet va se cloîtrer chez lui, va avoir un peu peur, désinvestir les activités, ce que nous voyons souvent. Mais dans certains cas, ça prend une dimension plus importante, et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une réaction assez agressive contre l'environnement, contre l'extérieur, qui est vécu comme nocif, comme destructeur, ce qui, je crois, a été le cas pour l'affaire, pour M. Costa. Du témoignage de plusieurs de ses proches, Costa savait que la prise de cannabis le rendait inquiet ou irascible. Il avait lui-même confié une fois à son meilleur ami « La résine, cela me fait péter les plombs ». On sait que le cannabis a libéré les pulsions de M. Costa, mais on sait aussi qu'il connaît cet effet, il est consommateur de cannabis régulier, et il sait qu'il prend ce cannabis pour lui faire péter la tête, pour lui faire péter les plombs, suivant sa formule. Il sait qu'il perd la maîtrise de son comportement. À partir du moment où un homme prend le risque de provoquer la série de catastrophes qu'il a provoquées, en étant dépourvu de toute maladie mentale, simplement parce qu'il s'est désinhibé, et qu'à partir de là, l'agressivité qui est la sienne, comme en chacun de nous, s'est évacuée dans cette violence extrême qu'il a pu avoir en détruisant hommes et choses, eh bien, sa responsabilité est bien sûr très lourdement engagée. Il essaie de justifier son absence de discernement par l'effet qu'aurait provoqué le cannabis. Alors, tout le monde est d'accord que, bien évidemment, il est fortement déconseillé de prendre du cannabis et que ça va entraîner des troubles du comportement. Mais dans le langage de la rue, mais dans le langage psychiatrique, et c'est pour ça que je trouve que cette audience d'aujourd'hui a été plus qu'importante, c'est que les experts, les uns, chacun avec leur style, a bien réintroduit cette notion en disant « Attendez,
trouble du comportement, ce n'est pas la possibilité d'invoquer l'abolition du discernement. Donc c'est deux choses différentes. Sur le plan psychiatrique, les experts disent qu'il est pleinement responsable, il a fait ça dans un moment sous état second, et il ne doit cet état second qu'à son libre arbitre. Moi je dirais que c'est un peu court, parce que lui ne pouvait pas savoir ce que cet état second susciterait chez lui. Lui ne peut pas anticiper ça, et que s'il sait que ça, comme on peut dire vulgairement, ça le fait planer, c'est pas pour autant qu'il a pour habitude d'aller effectivement voler des véhicules et ensuite rentrer dans les gens qui le croisent à tout bout de chemin. Il y a quand même un fossé ou un abysse qui est allègrement franchi dans ce dossier par l'accusation, qui moi me laisse perplexe, ou du moins interrogateur. La prise de cannabis entraîne donc des troubles psychiques qui ne suffisent pas à décréter une altération de la conscience. En sens inverse, la prise irrégulière de cannabis peut-elle indiquer un trouble préexistant ? Il est indéniable que le cannabis, comme l'alcool d'ailleurs, produisent, alors selon les quantités bien entendu, des états modifiés de conscience, comme on dit. Mais le problème n'est pas tant, j'allais dire, l'effet du cannabis lui-même, que qu'est-ce que l'absorption de cette substance révèle comme état psychique antérieur. J'ai parlé de retour hallucinatoire de moments du passé. Je crois que c'est une idée qui me semble être juste. Alors, le retour hallucinatoire au moment du passé, bien entendu, ce sont des phénomènes inconscients. Très vraisemblablement, très jeune enfant, il a connu des moments comme ça de panique, de terreur, et c'est comme s'il était en quelque sorte habité par un personnage agressif en lui, et il agit comme s'il était replongé dans cet état antérieur du passé. La Cour va décortiquer la vie d'Antonio Manuel Costa, à la recherche de ces aspérités qui peuvent se transformer en autant de traumatismes. Non pas pour lui trouver des circonstances atténuantes, mais pour comprendre les circonstances de son passage à l'acte dévastateur. Antonio Manuel Costa est né à Luanda, en Angola. Ses parents se sont installés au Portugal quand il avait 4 ans, puis en France 2 ans plus tard. Antonio grandit sans difficulté majeure, hormis scolaire, dans la cité Cantepo. À l'âge de 16 ans, il suit un apprentissage de métallerie-serrurerie. Au dire de ses amis, c'est un garçon sympathique, calme et serviable. C'était une personne vraiment humble. C'était une personne on habite dans un quartier, on connaît qui c'est les cas sociaux, les mecs qui travaillent, les mecs qui font rien, qui glandent, les mères, les papas. Voilà, on est tous catalogués de la base. Et Tonio, c'était une personne avant 128. C'était quelqu'un que beaucoup de monde appréciait. Voilà, exactement. Il était apprécié. Du quartier de Cantepo, on va dire. Pas que dans le quartier aussi. C'était vraiment, il était apprécié dans la ville aussi. Ouais, c'était vraiment, il n'est jamais allé au commissariat, etc., etc. Donc, disons que c'était pas un délinquant. Voilà. C'était pas non plus le voyou qui était braquage, trafic de drogue, prostitution. Pas du tout. C'était quelqu'un qui était dans son sport, dans sa musique, avec ses problèmes à lui, familial, de la vie, comme nous tous, je veux dire. Antonio Manuel Costa n'était manifestement guère attiré par le monde du travail. La musique rap était devenue sa passion et son rêve était de devenir ingénieur du son. Pour l'heure, il devait se contenter de jouer avec ses amis à la maison de quartier de Campo. Il faisait des projets avec le centre social, la maison de quartier, la mairie et tout. On a fait de la musique et tout. Il faisait même chanter des petits chez lui. Il avait fait son propre studio en fait dans son appart. Et voilà, c'était un mec qui était à fond dans la musique. On le voyait de temps en temps au quartier, il sortait prendre l'air et quoi. En 2002, sa mère ne supporte plus le bruit permanent de la musique à fond et lui trouve un appartement, toujours dans la cité. Antonio partage alors une petite maison avec une voisine. Les heurts apparaissent rapidement. Il aimait faire la fête, il était jeune, il avait plein de copains et donc c'était ça continuellement. C'était faire la musique, sa passion, et mettre sa musique au maximum, de crier, de chanter
maximum de personnes en bas et puis après c'était des coups violents quoi, c'était de pire en pire. Plus je lui disais tu fais du bruit et vite, c'est pas insonorisé ici, on discutait au début. Et puis lui c'était tout ce que je lui disais qui était le plus gênant, il le faisait au maximum. C'était un peu par cycle, il était agressif et l'autre il était calme. Et donc quand il était calme, on pouvait se dire bonjour. Il me disait je fais pas trop de bruit et puis il remettait ça. C'était un peu ironique. On savait pas trop à quoi s'attendre avec lui, mais c'était toujours le bruit c'était la provocation. Quand il était gentil, ça me semblait pas naturel, c'était intéressé. Et d'ailleurs, il a réussi à influencer pas mal de gens. J'entends tout le monde autour de moi me dire mais il est gentil, il est pas méchant. Ouais, il est méchant quand il est chez lui, quand je passe à côté de lui, voilà. C'est moi qui me prenais tout, tout ce qu'il avait d'agressif, tout ce qu'il avait défoulé de négatif, c'était moi. Au cours des mois précédant les faits, Antonio se referme sur lui-même. Ses parents se séparent officiellement, sa mère et son frère partant vivre à Toulouse. Sa petite amie, avec laquelle il vivait une relation passionnelle, n'est plus là, et ses difficultés financières l'inquiètent. Ça lui a mis un coup en fait. Il y a la mère qui est partie, plus de famille, plus la copine qui part. Il se retrouve tout seul chez lui. Le mec, plus de travail, il n'arrive plus à assumer. Il essayait d'assumer, il cherchait toujours du travail. Mais petit à petit, il s'est isolé. Antonio est surtout rongé par la révélation que lui a faite peu de temps auparavant un oncle. Sa mère, celle qu'il a élevée, n'est pas sa mère biologique. Celle-ci est décédée en Angola quand il n'avait que 2 ans. Je pense que d'apprendre que sa mère, c'était pas sa vraie mère, ça a beaucoup joué dans la tête de Tonio. Parce que quelqu'un, moi, je me mets à sa place. Aujourd'hui, on m'apprend que ma mère, elle m'apprend que c'était pas ma vraie mère. C'est sûr et certain que j'aurais plus confiance à beaucoup de personnes, même à personne, je vais dire. Parce que je me dis, pendant 23 ans, s'il y a quelqu'un qui m'a menti, que je croyais que c'était ma mère, la chair de ma chair, qui c'est qui va me dire la vérité? Du coup, il est parti dans un paranoïa. Il commence à se poser des questions, je pense. Il commence à se poser des questions. Est-ce qu'ils me disent la vérité? Est-ce que c'est vraiment mes potes? Est-ce qu'ils sont là pour me gratter ou pour mon bien? On le voyait se poser des questions comme ça et on ne l'appréciait pas vraiment. Mais je lui en veux pas, ça c'est loin de là. Mais je comprends plus sa réaction maintenant. Et puis, je sais pas, les 15 derniers jours avant les événements, il commençait à devenir bizarre en fait, il se renfermait sur lui-même. Il parlait un peu moins, il était un peu moins ouvert, il avait des comportements un peu bizarres. Il a commencé à vendre son ordinateur en pièces détachées, alors que son ordinateur c'est son outil de travail, il faisait la musique avec, il faisait tout avec quoi. Là on a vu que ça a commencé vraiment pas à aller, on parlait avec lui et tout, mais bon, il était, on va dire, il était renfermé, il n'était pas ouvert, il voulait pas nous parler, il voulait pas nous parler de ses problèmes et tout. Et une semaine avant les faits, il était chez lui, lumière éteinte, rien dans son appartement. Juste sa chaise, lunettes de soleil sur lui. N'allumez pas la lumière, les gars, j'ai trop mal aux yeux. Tout seul, sombre. Il était trop bizarre. Une dizaine de jours avant les faits, le malaise d'Antonio s'amplifie. Paradoxalement, c'est vers sa voisine qu'il se tourne. Il paraît vouloir se confier. Il était mal dans sa peau. Ça se ressentait beaucoup. Mais c'est vraiment la dernière semaine qu'il a cherché vraiment le contact. Il voulait à tout prix me dire quelque chose, il voulait à tout prix. Il avait peur de ses amis. Il avait peur de se faire frapper, qu'il ait une réaction agressive vis-à-vis de lui. Il y avait des choses qu'il avait faites et qui le mettaient très mal à l'aise. Antonio Manuel Costa ne voit plus personne. Il s'enfonce dans le mutisme et dans la solitude. Qu'est-ce que tu pensais de tes amis hier quand tu les as entendus? Ça fait plaisir de les voir? Ouais, ça fait plaisir de les voir, bien sûr. Ça veut dire qu'ils ont touché les gens. Ils ont touché les gens. Ouais. Bon, à un moment donné, là, on a vu qu'Antonio Manuel Costa était un humain. Qu'il avait un cœur, qu'il était touchant, qu'il était émouvant, etc. C'est eux qui l'ont montré. T'es fatigué encore? Ouais, ça. Hein? Ça va, je me ferai. Mais tu es fatigué? Non, ça va. T'as l'air d'être moins éveillé que ce matin. T'as l'air d'être moins éveillé que ce matin.
tu nous laisses parler et on va expliquer tout ce qu'il y a expliqué dans ton affaire, d'accord? Ok. Antonio n'est pas plus prolixe que la veille. De la journée, il ne prononcera que quelques mots. Il est le spectateur de son procès et semble persuadé, comme un enfant, qu'à la fin, on lui dira qu'il n'est pas vraiment coupable. Entendue à la barre, Françoise Jalibert, la mère de Boris, tente de secouer cette apathie. Elle interpelle Costa pour lui demander de reconnaître enfin son acte meurtrier. Antonio l'écoute en silence et ne lui répond pas. Qui vous entend plus que vous l'imaginez. S'il vous plaît, je vous assure qu'il vous entend. Non, vous avez fait ce bout de différent. Succédant à la barre à son ex-épouse, Jean-Pierre Torrent, très ému, explique que le décès de Boris a fait de lui un infirme sans fauteuil roulant. Il ne veut pas de vengeance, il réclame la justice. La dignité des parents, leur douleur, contraste avec la nonchalance somnolente de l'accusé. Celui-ci n'émet pas un mot de regret, ni envers les parents, ni en direction de Boris, ce jeune homme de 17 ans, sans histoire, souriant et aimant la vie. Boris était quelqu'un de très sensible, qui avait toujours le sourire, qui était très proche et attentif, très attentif aux autres. Il était là, il a toujours été là pour tout le monde. Il voulait que les gens soient heureux, il était heureux d'abord. C'était quelqu'un d'extrêmement heureux. Il voulait devenir ingénieur en mécanique. Et il partageait toutes ses passions avec Cédric, son frère aîné. Ils étaient très très liés tous les deux. C'est un vrai bonheur que d'avoir des enfants aussi proches. Ouais, c'était super. La Cour va maintenant examiner l'élément décisif du procès, la question de l'intentionnalité. Pour qu'il y ait crime, il faut que l'accusé ait eu la volonté de tuer. La question centrale est donc de savoir si Antonio Manuel Costa a eu ce soir-là l'intention de foncer sur les 3 jeunes cyclomotoristes. Le plus important, c'est qu'ils soient reconnus responsables. Alors qu'ils prennent 5, 10, 15, 30 ans, ça ne nous ramènera jamais Boris. Pour moi, Antonio Manuel Costa il savait ce qu'il faisait, il était responsable. Et jamais je n'ai douté que qu'il l'avait pas fait intentionnellement. Pour moi, il l'a fait exprès, quoi. C'est toute la problématique et ça va être le cœur du débat. Parce que d'abord, dans la qualification d'homicide volontaire, pour que l'infraction soit constituée, il y a un des éléments constitutifs, c'est l'élément intentionnel, c'est la volonté homicide. Donc effectivement, le débat est de savoir, y a-t-il eu ou non volonté homicide? Selon un témoin, Antonio Manuel Costa s'est déporté sur la gauche au moment où sont apparues les lumières des scooters. Ce même témoin affirme qu'à aucun moment, les feux stop de la voiture ne se sont allumés. Les constatations matérielles faites sur place confirment qu'au minimum, Antonio Manuel Costa n'a rien fait pour éviter les scooters. Il n'a ni tenté d'éviter le choc, ni freiné. On nous oppose. L'organe de poursuite, le ministère public, le magistrat instructeur, quand il a conclu, nous dit il n'y a pas de trace de freinage, il n'avait pas de raison de se déporter. Sauf que c'est faire peu cas de tout ce qui se passe avant. Si on isole le dernier événement, on peut se dire, oui, c'est bizarre, sauf qu'il y a tout ce qui s'est passé qui est totalement irrationnel. Lorsqu'il va fuir, ou enfin partir, je ne sais pas si on va parler de fuite, il est indiqué que le véhicule zigzaguait, et lui, dans ses déclarations, va dire je voulais me suicider, je voulais foncer contre un mur, et voilà, j'étais trop angoissé, il fallait que cette angoisse cesse, et je voulais me foutre en l'air. Costa a soutenu durant l'instruction avoir voulu se suicider en jetant la voiture qu'il conduisait contre un mur jaune. Le mur jaune et gris d'un garage se trouve effectivement à une 50aine de mètres du point d'impact, le long du carrefour d'où sont arrivés les 3 scooters. Mais le mur n'est pas visible du lieu de l'accident. Rouler à gauche empêchait de foncer directement sur le mur. Au volant, Costa portait sa ceinture de sécurité. Cela lui a d'ailleurs peut-être sauvé la vie.
car la collision contre les deux scooters a été d'une telle violence que l'avant de la voiture n'est plus qu'un amas de tôle. Au moins un avantage intéressant dans ce débat. À partir du moment où il nous dit que le véhicule automobile est bien parallèle à la voie et au trottoir, bon, j'allais dire, ça termine d'évacuer le débat sur le suicide, sur le mur. Le couronnement de ceci étant le fait qu'il ait la ceinture de sécurité. Tout à fait. Je crois que personne n'a jamais tenté de se suicider avec la ceinture de sécurité. Il m'apparaît que la continuité des éléments, le fait qu'il ait foncé volontairement, le fait qu'il ait utilisé ses véhicules clairement comme des armes, la chronologie avec la répétition des séquences où systématiquement il y a la volonté de détruire, de porter atteinte à autrui, effectivement constitue bien l'homicide volontaire. Et puis disons-le simplement, quand vous foncez avec votre véhicule, ou avec un véhicule, pardon, bien calé, accroché par votre ceinture de sécurité, parce qu'ensuite, il a également, ceci a pu être démontré, que vous foncez sur deux jeunes avec leurs deux roues, vous ne leur laissez pas la plus petite chance. On est bien dans la volonté homicide. Reste un élément troublant, l'attitude quasi désespérée de Costa juste avant la journée du drame. Il se débarrasse de l'ordinateur qui constitue sa seule richesse, puis il fait une étrange démarche auprès de sa voisine. Il m'a dit je vais vous déposer une lettre dans votre boîte aux lettres où j'expliquerai ce que j'ai fait dans ma vie, ce que jusqu'à présent, et vous le donnerez à ma famille. Donc c'est là que ça m'a fait penser que ça pouvait être suicidaire, parce que si je dois le donner à sa famille, c'est que lui, il a l'intention de ne pas être là. De cette démarche, du contenu de cette lettre, des raisons de son soudain mal de vivre, Costa ne dit mot devant ses juges. Il se tait, il ne réagit pas, il attend. Il m'avait indiqué que c'était ou bien je me suicide, ou bien j'explose. Et ce que j'ai dit à la barre, c'est que, effectivement, bon, j'ai fait mention de la théorie du dualisme pulsionnel, le dernier chez Freud, entre pulsion de vie et pulsion de mort, et qu'au moment où ça disjoncte, c'est toujours au bénéfice, entre guillemets, bénéfice, de l'agressivité de la pulsion de mort retournée contre l'extérieur. Il est certain que plus on a une idée suicidaire latente qui ne peut pas s'exprimer, plus elle risque de s'inverser et se projeter sous la forme d'une agressivité vis-à-vis d'autrui. Alors pour M. Costa, oui, on peut ne pas exclure qu'il a été dans un moment peut-être effectivement un peu dépressif, pour des raisons peut-être cannabis ou simplement situation du moment, et qui fait qu'à un moment donné, plutôt que de se suicider, eh bien, ma foi, il a projeté cette agressivité en détruisant tout sur son passage. La rage destructrice est souvent une rage contre soi-même. À l'issue de cette deuxième journée, aucun argument décisif n'est venu trancher le débat. Pour l'accusation, la volonté de tuer est établie. Pour la défense, elle ne l'est pas. La Cour et le jury devront faire leur propre choix. C'est la dernière journée décisive du procès. Antonio Manuel Costa arrive tendu au palais de justice, mais son attitude semble avoir changé. Il apparaît à la fois plus calme et plus éveillé que lors des 2 premières journées. Les jurés rendront leur verdict cet après-midi, après le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries des avocats. Écoute-moi, aujourd'hui va être une journée difficile. Tu n'as a priori plus à prendre la parole. Il va y avoir les avocats des parties civiles, l'avocat général qui va requérir une peine. Chacun est dans son rôle. Il n'y a pas à commenter ou à se lever pour faire des remarques. C'est pas le moment. Nous, on fera les remarques qu'il faut au moment qu'il faut quand on plaidera. D'accord ? Chacun joue son rôle et il faut respecter ça. Et puis après, nous, on va pouvoir donner des arguments pour ta défense et pour expliquer pourquoi on en arrive là aujourd'hui. D'accord ? J'espère que ça se passera bien. On va faire tout pour. Ok ? Au nom de Jean-Pierre Torrent, maître Myriam Barrier-Tranier tente d'évacuer le trouble mental avancé par la défense au bénéfice de la misère mentale qu'elle prête à l'accusé. Maître Bonnecarrère poursuit en mettant le drame au seul compte des pulsions agressives d'Antonio Manuel Costa. Sur le plan, je dirais, du trouble social,
au-delà de la douleur des familles qui est bien sûr exceptionnelle, il me semble que le trouble social est très important, puisqu'en fait, la question qui est en débat, c'est est-ce que des personnes qui se considèrent à tort ou à raison comme malheureuses, comme stressées, comme j'évoquais tout à l'heure, ont une sorte de droit sur la société à pouvoir se mettre en marge d'elle en prenant des stupéfiants et en disant à partir du moment où je prends des stupéfiants, je peux faire n'importe quelle bêtise. Et bien sûr, je considère qu'on ne doit pas venir me chercher noise si, ayant pris des stupéfiants, je peux tuer autrui. C'est justement ce qui n'est pas possible. Au nom de la société, Pascal Suard dénonce l'absolue gratuité des actes d'un Costa pleinement responsable. Il dit regretter son attitude de déni. Il réclame une peine de 15 à 17 ans de réclusion criminelle. On aurait préféré voir une évolution, que ce soit de l'instruction jusqu'à aujourd'hui. La société n'a pas vocation à condamner systématiquement lourdement si on note une évolution. Et cette évolution, on ne l'a pas notée. Et ça fait 2 ans et demi que cette affaire dure et que son comportement est toujours le même. Innocente mère. On ne soit pas dans la colère, il faut qu'on soit dans l'explication. Maître Renaud Delage et Maître Nakache se succèdent pour démontrer que Costa n'a jamais voulu tuer quiconque, si ce n'est lui-même. Il tente d'expliquer le comportement de l'accusé à l'audience avec cette formule « On lui demande d'expliquer ce qu'il ne comprend pas lui-même ». Une chose qui est sûre, c'est que la salle ne nous est pas acquise. Vu l'hostilité, on ne peut même pas dire que l'on sent mais qui s'exprime. Ouais. Ils ont au moins écouté. Comment? Ils ont au moins écouté. Ça veut dire au moins qu'ils ont écouté. Non, ils ont vraiment bien écouté, mais bon... Je crois pas. J'ai essayé de suivre un petit peu le raisonnement des jurés qui semblait effectivement au départ être très remonté contre Manuel Costa et croire essentiellement que c'était un simulateur finalement. Quelqu'un qui racontait un peu n'importe quoi et de pointer dans le dossier des éléments qui étaient des éléments objectifs. Et qui, selon moi, démontrait de manière évidente que s'il y avait peut-être une part de simulation et de mensonge, il y avait surtout une part de maladie, de trouble mental et de déséquilibre. Il y a effectivement quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est sur un raisonnement juridique pur. Les qualifications et l'articulation qui est faite aujourd'hui est une hérésie. Ça ne correspond pas à la réalité juridique ni à la réalité jurisprudentielle, ce qui se fait dans les tribunaux et devant les cours d'assises. Jamais on ne voit ça. Aujourd'hui, les familles pensent que pour réparer leurs souffrances et leurs douleurs, ils ont besoin de passer par cette marque au fer rouge de la cour d'assises. C'est triste parce que malheureusement, la peine demeurera quelle que soit la marque judiciaire. Aujourd'hui, effectivement, on leur a fait croire à quelque chose qui ne correspond pas à une réalité juridique. C'est bien le malheur de ce procès. Antonio Manuel Costa attendra le verdict en salle de police. Il a pris la parole une dernière fois à l'issue des débats, rejetant une nouvelle fois toute responsabilité dans la mort de Boris. Les parties civiles ont du mal à supporter l'arrogance de Costa. Les 2 rescapés de la collision sont amers et tendus. Je crois que ce procès n'est vraiment pas un procès ordinaire. Que les choses se passent vraiment pas comme elles se passent d'habitude. À tout point de vue. La tension est aussi présente chez les avocats de la défense. Ils jugent désastreuse la dernière intervention de Costa et ils redoutent une peine sévère. Antonio Manuel Costa est désormais tout seul. Dans quelques heures, le temps du délibéré, son destin judiciaire sera scellé. Il persiste à espérer un acquittement au seul motif de ses propres dénégations. Pour les 3 magistrats et les 9 jurés réunis dans la chambre des délibérations, c'est le début d'un marathon qui doit leur faire répondre à quelques 34 questions. Une seule est capitale, celle de l'intention criminelle. Si la réponse est oui, Costa sera condamné pour meurtre. Si la réponse est non, il sera condamné pour homicide involontaire, le maximum encouru étant cette fois de 10 ans. Le délibéré aura duré un peu plus de 3 heures
L'audience reprend pour la lecture du verdict. S'agissant de la question de l'homicide volontaire sur Boris Doran, la Cour a répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. Par la suite, la Cour a pris en compte les évidents troubles du comportement de M. Antonio Manuel Costa. C'est la prise en compte de ces troubles qui explique que la Cour l'ait condamné à la majorité absolue à la peine de 10 années d'emprisonnement. La Cour d'assises du Tarn a condamné Antonio Manuel Costa à 10 années de prison. Peu après l'annonce du verdict, le condamné a violemment insulté les parties civiles et a été évacué par le service d'ordre. Ni l'accusé, ni le parquet général n'ayant relevé appel de la décision, le verdict est devenu définitif.